Ça fait un peu bizarre d'enchaîner 2 épisodes d'affilée avec énormément de choses à dire pour finalement passer sur un chapitre plutôt chill alors qu'on approche déjà de la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et nouveau look. Prévisible ou pas ? Je dirais que oui. Comme à chaque fois, je vous reporte sur mes vidéos précédentes consacrées à The Mandalorian, notamment, encore une fois, la vidéo consacrée au premier épisode, mais également à une critique plus globale sur la série. Bref, ne traînons pas plus, car aujourd'hui nous allons parler du chapitre 15, nommé Le Repenti. Épisode d'une durée de 30 à 35 minutes environ. Et attention, car on parle là d'un des seuls épisodes de la saison 2 qui n'a pas été écrit par Jon Favreau ou encore Dave Filoni. En effet, c'est Rick Famuyiwa qui est à l'écriture mais également à la réalisation de cet épisode. Et cet épisode propose selon moi l'écriture la plus fine de toutes. Donc on va entrer dans le détail, mais avant tout petit récapitulatif de ce qu'il s'est passé dans cet épisode. Miggs Mayfeld, maintenant devenu le détenu 34667, est préparé pour son plan d'évasion afin de trouver les coordonnées du croiseur de Moff Gideon. Mais attention, car cet épisode ne consistera pas à se rendre sur ce fameux croiseur, mais plutôt d'effectuer une quête annexe pour trouver les coordonnées sur Morak, sinon c'est trop facile. Et je pense qu'on est habitué maintenant. Au passage, l'armure de Boba Fett a été remise à neuf, et je vous avoue que j'ai bandé sévère. Même si je n'aime pas trop le côté mat, enfin je trouve que ça fait un peu plastique, je préfère vraiment le côté Beskar brillant, exactement comme l'armure de Din Djarin. Quoi qu'il en soit, Miggs et Mando vont infiltrer la base de la mine clandestine de Morak en se déguisant en garde Stormtroopers. Mais ils se font attaquer par des pirates pour voler leur Rhydonium. Tout compte fait, la couverture des héros permet de se faire sauver les fesses par justement les Stormtroopers. Malheureusement, la présence d'un certain Valin Hess, l'ancien supérieur de Miggs, va inciter Mando à faire quelque chose pour éviter d'être repéré. Je parle bien sûr de scanner son visage, un sacrifice à ne pas prendre à la légère, mais nécessaire pour sauver Grogu. Petite parenthèse, mais ça fait 2 vidéos que je switch entre la prononciation Grogu ou Grogo. Il me semble qu'en VO ils disent Grogu, donc on va dire Grogu. Ok. Mando se fera par ailleurs interroger par Valin Hess sans son casque. Il est complètement nu, en tout cas intérieurement. Après une phase de dialogue entre les protagonistes et ce supérieur, ça va mal tourner, ça part en vrille, comme prévu j'ai envie de dire, mais les héros s'en sortent, Miggs est libre, et Mando envoie un message à Moff pour insulter sa mère, ce qui ne sert strictement à rien, à part casser l'effet de surprise, mais bon. Star Wars, hein. Cet épisode, aussi court et pauvre soit-il, est ce que j'ai appelé l'épisode du salaire de la peur, mélangé à du Mad Max Fury Road. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Le salaire de la peur est un film français des années 50 où on suivait 2 compères dans un camion transportant de la nitroglycérine. Et il fallait éviter de rouler trop vite pour ne pas faire péter le camion. Donc c'était un film avec des tensions constantes. Et on sent qu'ils ont essayé de reprendre ce concept, même s'ils ne l'ont pas exploité à fond, avec à la place de la nitroglycérine du Rhydonium. Et j'ai essayé de me renseigner sur Morak, et au final il s'avère que c'est une planète inédite dans l'univers de Star Wars. Cette dernière permet de récolter ce fameux Rhydonium afin de s'en servir comme carburant pour les vaisseaux ou encore même d'explosion comme vous avez pu le voir. Et là où j'ai trouvé l'écriture intéressante, c'est que malgré le fait que la Nouvelle République ait remporté la guerre, ça ne change absolument pas les conditions de pauvreté de certains peuples. Donc évidemment, on a ressenti le gros parallèle par rapport à notre monde. Il y aura donc une grosse remise en question sur les différents points de vue, car évidemment, quelqu'un qui remporte une guerre n'accordera pas forcément la paix au côté opposé. Mais quoi qu'il en soit, guerre ou pas, des gens souffrent dans le monde. Voilà le message que le scénariste a essayé de nous retransmettre. Et au passage, cette discussion entre Miggs et Mando dans le camion est excellente, car Miggs met bien en avant les incohérences du code du Mandalorien. Selon lui, l'important est de survivre, de dormir le soir, et on s'en fout du reste. Comme par exemple, montrer son visage. Donc maintenant que Mando a véritablement trahi son code en montrant sa figure et en échangeant un dialogue entre humains, Miggs lui fait comprendre que ce n'est pas grave, qu'il n'avait pas le choix, simplement en lui disant We all need to sleep at night.
en cohérence avec le dialogue dans le camion. Et pour aller plus loin sur les différents points de vue, cet épisode en profite pour nous montrer le côté solidaire du camp ennemi. On voit bien qu'ils sont fraternels entre eux et qu'ils se protègent. Et j'imagine que le scan du visage de Din Djarin aura un très gros impact pour la suite. Pas forcément pour la saison 2, mais peut-être pour la saison 3. Forcément, ça va laisser des traces dans les données de l'Empire. Alors, il me semble que c'est la première fois qu'on voit vraiment le mécanisme du Slave 1 à l'intérieur. Ce système de switcher entre se coucher et se mettre debout au décollage est bien représenté, je trouve. Et forcément, comme tous les gros fans fragiles comme moi, ça m'a fait plaisir de revoir cette charge sonique qu'on avait déjà vue dans l'épisode 2 de Star Wars. Et au passage, j'ai été surpris de voir une scène aussi salée de la part de Disney avec carrément un bruitage de craquement d'os. En revanche, j'ai trouvé que le dialogue d'intro n'avait pas beaucoup de sens. Migs au départ dit qu'il s'en fout de la mission, qu'il ne veut pas prendre du risque et qu'il veut revenir dans la prison. Puis on lui dit que Gideon a kidnappé l'enfant, alors qu'il est censé s'en foutre un petit peu, mais au final il accepte quand même. Enfin, j'ai trouvé le dialogue vraiment super bizarre. Alors que toutes les phases de communication dans cet épisode sont ce qui m'a le plus plu. Bon, déjà ça m'a fait bizarre de revoir Mando sans son casque debout en s'exprimant. Je trouve que son malaise intérieur est joué à la perfection. T'as vraiment l'impression qu'il est nu, comme je le disais tout à l'heure. Il évite le regard des autres, baisse un peu la tête. Bref, tu sens vraiment qu'il est pas bien. Et ce chapitre a quand même permis de faire évoluer les personnages, notamment celui de Migs Mayfeld. On connaît son vécu, on sait qu'il a perdu des milliers d'hommes pendant l'opération Cendre à Burning Con. Sans compter encore une fois la performance de cet acteur que j'ai trouvé vraiment saisissante. Tu sens vraiment la haine et la frustration dans son regard, c'est incroyable. Dans cet épisode, c'est vraiment tout ça, toutes ces parties blabla, discussions que j'ai trouvé très soignées. Donc je pense que c'est tout pour l'épisode 7. Juste avant de passer à la partie de vos commentaires, j'ai revu comme d'habitude l'épisode précédent et ça m'a rappelé une chose, le fait que j'ai vu pas mal de gens me sortir un Boba Fett. J'ai pas osé la faire, mais vous avez dégainé plus vite que moi. Bref, il est donc maintenant temps de passer à la partie de vos commentaires de la vidéo précédente. On commence par Clément18 et Braw, qui mentionnent la présence de nouveaux Stormtroopers avec des rayures oranges. Et apparemment, ce sont des Stormtroopers spécialisés dans l'artillerie lourde. Et pour ma part, je ne m'étais pas posé plus de questions tellement que ça ne changeait rien par rapport à la trame principale. Mais c'est vrai, ils sont là. Voilà. Et on dirait un peu des clones avec cette couleur. Hein. Léo Franco, lui, se demande pourquoi l'Empire veut Grogu et non pas un simple utilisateur de la Force. Alors, la théorie voudrait que l'espèce de Grogu, Yoda ou ce que vous voulez est propice à la Force. Mais ça, encore une fois, ça reste une théorie. J'ajouterais aussi le fait qu'il ne soit pas un simple utilisateur de la Force, mais aussi un être surpété. Pour l'instant, ce n'est qu'un enfant, mais il maîtrise déjà la Force à un certain level, et la fin de l'épisode 6 en est un parfait exemple. Krix, Zipex ainsi que Dark Passager ont ressenti une dérive potentielle du côté obscur pour Grogu. Et je valide, même si j'en ai volontairement pas parlé dans ma vidéo précédente, justement parce que je pensais plutôt que cette scène, et je le pense toujours, a été utilisée pour nous montrer que Grogu est certes puissant mais peu endurant. Mais il est vrai que cette scène peut prêter à confusion et peut-être qu'il s'agit en effet d'une dérive sur le côté obscur. Tristan Drouin nous dit qu'on peut entendre le thème de Kylo Ren à la fin de l'épisode 6. Et c'est vrai, c'est un élément que j'ai oublié de mentionner. Et j'ajouterais même qu'on peut réentendre ce thème au début de l'épisode, mais plus en version positive. You're very special, kid. We're gonna find that place you belong, and they're gonna take real good care of you. Il nous dit aussi que d'après Dave Filoni, la fin de la série Rebels pourrait potentiellement se dérouler après les événements
de The Mandalorian. Et si c'est le cas, ça change tout, puisque ça annule la théorie de la réapparition d'Ezra. Donc si c'est vraiment le cas, on va croiser les doigts pour que Cal Kestis puisse faire une réapparition. Ce qui pour le coup sonnerait parfaitement crédible. Super Chris Coaching ainsi que Seb 205 Green se demandent comment Boba a réussi à tracer le vaisseau de Mando et pourquoi il n'a pas récupéré son armure plus tôt directement sur le corps de Cobb Vanth. Et ce à quoi je réponds qu'il peut y avoir une centaine d'explications. On peut très bien se dire que la présence du Mando avec le dragon a fait ébruiter la rumeur que 2 Mandaloriens ont affronté un Léviathan, ce qui est sans doute arrivé aux oreilles de Mando. Il a dû se dire tiens, 2 Mandaloriens, donc peut-être que l'un d'eux est un imposteur avec mon armure, mais ça n'explique pas pourquoi il a fallu attendre tout ce temps pour qu'il puisse retrouver le vaisseau de Mando, alors qu'à la fin du premier épisode, il l'avait sous ses yeux. Donc, comme je le disais, il peut y avoir une centaine d'explications, mais dans tous les cas, ce n'est pas clair. Christian Cueno est surpris de voir Boba Fett contre l'Empire, et c'est vrai que ça peut surprendre. Après, n'oublions pas que Boba est un paria et qui ne suit personne. Il va là où son chemin le mène. Donc ce n'était pas nécessairement le pion de l'Empire. Et au passage, le jeu vidéo Bounty Hunter nous montrait que Jango Fett, lui, n'avait pas forcément mauvais fond. Il se rangeait juste du côté de ses propres intérêts. Et on finit sur Kenny Morrow qui nous dit que le duo Boba Fett-Fennec est presque un hommage au duo de Jango Fett, Zam Wesell. Et c'est bien trouvé. Ça ne m'était d'ailleurs pas passé à l'esprit sur le coup. Voilà, en tout cas, c'était un épisode bien sympatoche, mais très honnêtement, j'attendais plus d'un prélude à l'épisode final de la saison 2. Personnellement, j'attends beaucoup de cet épilogue. On espère que ça sera au moins au niveau de l'épisode 5 de la saison 2, ou même l'épisode 8 de la première saison. Bref, je mise beaucoup sur le dernier épisode, et attention car je risque d'être un peu plus sévère. En tout cas, de votre côté, si vous avez des choses à ajouter, des analyses ou avis par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je mettrai comme d'habitude en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Donc lâchez-vous, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.